Alors, donc, encore une fois, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui des outils qui sont déployables dans une démarche achat responsable dans le but de embarquer ses fournisseurs dans une démarche de décarbonation des achats. Ce webinaire va être animé par moi-même, consultant de chez Bayerway, et par Elsa, cofondatrice d'Open Climat. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous faire un état des lieux des outils qui sont pertinents et qui sont à déployer dans une stratégie bas carbone dans les achats, et de vous présenter une solution qui a été développée par Open Climat qui permet de faciliter l'engagement et l'engagement des fournisseurs en passant par l'analyse de leur démarche. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord pourquoi on parle de comptabilité carbone dans les achats et pourquoi c'est un sujet, pourquoi on en parle maintenant en 2024 et pourquoi on n'en parlait pas avant. Quels sont les outils qui existent, et ensuite je laisserai la parole à Elsa de Open Climat pour qu'elle nous présente leur solution. Je me permets juste d'autoriser les derniers retardataires. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, parce que OK. Oui. Oui, c'est bon. OK, super. Et tout le monde voit, j'ai pas demandé, mais tout le monde voit mon écran, ça va? OK, super. Très rapidement, en introduction, qui on est? Donc Bayerway, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les achats responsables. Si vous voulez nous suivre, d'ailleurs, on a mis le petit QR code qui vous renvoie à notre page LinkedIn et notre page internet. Donc Bayerway, on accompagne nos clients dans leur stratégie achat responsable, quels sont les objectifs et comment on déploie une démarche achat responsable, donc quels outils sont les plus pertinents pour évaluer, sélectionner les fournisseurs, et puis ensuite comment embarquer ces fournisseurs dans la stratégie achat responsable. Au sein de Bayerway, moi j'occupe le poste de la direction des offres environnementales et notamment de tout l'accompagnement sur la décarbonation des achats. Et donc, j'accompagne nos clients dans le déploiement et la création d'outils d'évaluation fournisseurs sur les enjeux carbone et de la sélection produits, prestations sur les émissions de gaz à effet de serre proposées par les fournisseurs en appel d'offres. Elsa, peut-être je te laisse la parole pour présenter Open Climat. Oui, merci Vincent. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis la cofondatrice d'Open Climat. Avant ça, j'étais côté conseil en stratégie, notamment sur les sujets climat pour les grands groupes. Et en fait, c'est là que je me suis aperçue à quel point c'était difficile d'avoir accès à de l'information au sujet de l'action climatique des entreprises, qui soit déjà, qui soit accessible au même endroit, 2, qui soit fiable et 3, qui soit lisible en fait pour des parties prenantes qui ne sont pas des experts sur ces sujets-là. Or, en fait, cette transparence et ce partage d'informations, il est clé pour pouvoir mobiliser tout l'écosystème, avoir un impact systémique. Donc, c'est un peu là la genèse d'Open Climat que j'ai créée il y a 2 ans. Donc, Open Climat, c'est cette plateforme ouverte qui va centraliser toute l'information sur l'action climatique des entreprises pour permettre aux entreprises de mobiliser toutes leurs parties prenantes sur ces sujets-là, que ce soit leurs clients B2B, leurs collaborateurs, les talents, les consommateurs, etc. L'objectif, c'est vraiment de se dire comment on réussit ensemble ce défi de la transition à travers la transparence et la mobilisation de tout l'écosystème, à travers l'information. En quelques mots, mais on reviendra après sur un cas un peu plus concret. Merci. Peut-être tu peux préciser combien vous êtes chez Open Climat? Oui, on est une petite dizaine chez Open Climat. Donc, on a lancé il y a 1 an et demi la plateforme. On est une petite dizaine et sur la plateforme, on a 300 entreprises qui sont référencées. Et je vous invite à aller regarder, c'est totalement ouvert. Merci. Moi, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs pour Bayerway. Nous aussi, on est une dizaine. On est basé à Paris. Et on a aussi des consultants qui sont à Madagascar,
qui travaille plutôt sur les sujets de filière responsable. Il y a des nouveaux participants qui sont arrivés, je les accepte. Bonjour à vous les retardataires, nous venons de commencer le webinaire, on a juste fait une petite présentation des 2 entités. Alors, rentrons dans le corps du sujet. Pourquoi on parle de comptabilité carbone dans les achats? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est assez émergent, qui a vraiment commencé à prendre de l'ampleur ces 2 dernières années. Nous, on a eu des clients qui ont commencé à venir nous voir en 2023, fin 2022. Et pourquoi pas avant? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bilan carbone, ça existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et les enjeux de la comptabilité carbone ont d'abord été portés sur le scope 1 et 2, qui était le plus facile à maîtriser et à travailler. Et depuis quelques années, la plupart des entreprises sont assez matures sur le scope 1 et 2, et donc maintenant commencent à s'attaquer au scope 3. Or, le scope 3 est quand même le scope le plus important dans un bilan carbone, dans la plupart du temps. Il peut représenter jusqu'à 98% des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un des grands principaux distributeurs dans l'agroalimentaire qui est Carrefour, son scope 3 représente 98% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce scope 3, les achats peuvent représenter jusqu'à 80%, entre 50 et 80%, parfois même voire plus. Donc les achats sont un des postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans le bilan carbone. Or, pendant longtemps, les achats n'ont pas été traités, et pour 2 raisons. Parce que la première, c'est que les informations et les données sont chez des fournisseurs, donc qui sont compliqués à capter. Et la deuxième raison, c'est que dans la méthodologie du bilan carbone, le facteur d'émission est en dépense monétaire. Pour rappel, le facteur d'émission, c'est ce qui permet de faire la conversion entre des données en émissions de gaz à effet de serre. Donc pour les achats, on convertit des montants dépensés en gaz à effet de serre. Et ça, c'est un peu compliqué, notamment pour les acheteurs, mais aussi pour les directions RSE, de bien prendre en compte les achats, parce que le seul moyen de diminuer l'impact des achats dans le bilan carbone, c'est d'acheter moins cher. Or, acheter moins cher ne garantit pas du tout une diminution des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'acheter moins cher, c'est potentiellement délocaliser, et donc là, on va augmenter les déplacements. Ce n'est pas forcément une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ça peut être aussi une diminution de la qualité. Et puis surtout, acheter moins cher n'est pas du tout une démarche achat responsable. Donc les directions achats, mais aussi les personnes qui font les bilans carbone, se sentent un peu bloquées dans la prise en compte des achats, parce qu'on a un facteur monétaire qui fait cette conversion-là. Or, on est sur un poste très important, et donc il faut pouvoir s'affranchir de ce facteur monétaire pour pouvoir travailler des données qui sont beaucoup plus pilotables et beaucoup plus proches de la réalité. Alors, pardon, je fais juste une petite pause parce que j'ai encore des participants qui se sont connectés. Voilà. Donc du coup, et puis surtout, il y a une grande disparité dans le fait d'avoir un facteur émission monétaire ne permet pas d'identifier quels sont les fournisseurs les plus matures sur le sujet de la décarbonation, et ceux qui proposent une prestation moins impactante qu'une autre. Un exemple, entre une prestation de conseil où le prestataire est dans la même ville et où son concurrent est à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde et qui se déplace pour venir faire sa prestation, dans le bilan carbone, l'impact de ces 2 prestations est comptabilisé de la même manière. Or, dans la réalité, il y en a un qui a beaucoup plus d'impact parce que ces déplacements sont beaucoup plus importants, surtout s'il prend l'avion. Donc nous, on a, quand nos clients viennent nous voir à la suite d'un bilan carbone et nous disent nous, les achats ressortent comme très importants dans le bilan carbone, et on a pris des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3 et donc forcément sur les achats. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire, comment s'affranchir de ces facteurs d'émissions, et puis surtout, la deuxième étape, comment embarquer les fournisseurs pour collecter de la donnée et puis aussi pour les challenger sur leur démarche de décarbonation.
Donc, nous, ce qu'on propose à chaque fois, c'est déjà de faire une priorisation des catégories d'achat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler sur tous les achats en même temps. Et en plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, il y a des catégories d'achat qui sont bien plus émetteurs risques que d'autres. Donc, on va les prioriser en fonction de l'importance stratégique de la catégorie d'achat et puis aussi en fonction de leur importance en termes de participation au réchauffement climatique. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié un pôle de catégories d'achat à travailler en priorité, qui va de 5 à 10 catégories d'achat, on va travailler sur des nouveaux facteurs d'émission pour affiner le bilan carbone. Donc, essayer de s'affranchir de ces facteurs d'émission monétaires et essayer de trouver des facteurs d'émission beaucoup plus proches de la réalité qui vont prendre en compte les spécificités de la catégorie d'achat. Les déplacements des prestataires, l'impact des produits vendus et achetés auprès des fournisseurs, pour essayer d'avoir une donnée la plus lisible possible, de pouvoir suivre l'évolution du bilan carbone des achats, et puis surtout d'identifier quel produit a le plus d'impact, quelle prestation a le plus d'impact, et quels sont les fournisseurs avec qui il faut travailler en priorité. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut définir la trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de ces catégories d'achat-là, et donc après, derrière, embarquer les fournisseurs pour les challenger et essayer de travailler avec eux sur une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail sur les 2 premiers points. Donc, sur la partie identification des catégories d'achat, nous, ce qu'on fait chez Buy Your Way, c'est de faire une cartographie du risque sur la participation au réchauffement climatique. Donc, ça ressemble, pour ceux qui sont acheteurs, qui connaissent un peu déjà les cartographies des risques sur les achats responsables, ça y ressemble assez fortement. On va d'abord travailler sur l'identification des catégories d'achat stratégiques. On va prendre en compte les volumes d'achat, les montants dépensés, le fait que la catégorie d'achat est en croissance ou pas dans l'activité de l'entreprise. Et puis surtout, on va prendre en compte la capacité d'action qu'on a sur les fournisseurs. Quelqu'un qui a... Est-ce que c'est quelqu'un qui a une question qui a oublié de couper son micro? Oui, ce sera un ETP ou un TP. Est-ce que la personne qui... je pense que c'est... Voilà, merci d'avoir coupé son micro. Du coup, j'en étais... Ah oui, je disais, du coup, ce qui est important aussi, c'est d'identifier les catégories d'achat où on a une capacité d'action sur les fournisseurs. Parce que forcément, un fournisseur chez qui on n'a pas de poids, on ne va pas réussir à lui demander de remplir un questionnaire ou lui demander des données s'il ne veut pas le faire. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec des catégories d'achat où on sait qu'on a un poids chez les fournisseurs pour pouvoir travailler avec eux sur des leviers d'action. Une fois qu'on a fait ça, on analyse l'impact de ces catégories d'achat sur leur participation du réchauffement climatique et donc de prioriser aussi les catégories d'achat qui sont connues pour participer au plus sur les émissions de gaz à effet de serre. Je pense par exemple à des prestations de travaux ou à l'achat de certaines matières premières comme l'acier ou le verre qui sont des matières premières fortement émettrices de gaz à effet de serre. L'idée, c'est de travailler sur celles-ci en priorité. Et puis de celles qu'on considère moins impactantes, soit de les mettre de côté et soit de les travailler dans un second temps. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on obtient une cartographie du risque sur le réchauffement climatique des catégories d'achat. Donc là, vous avez un schéma d'une cartographie. Donc là, c'est le visuel d'une cartographie. Dedans, se placeront les différentes catégories d'achat. Et le but, c'est de travailler en priorité les catégories d'achat qui se retrouveraient dans la bulle rouge. L'idée vraiment de ce travail, c'est un travail de priorisation et d'aller tout de suite là où on sait qu'on a une capacité d'action forte et là où on a une capacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre importante. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Une fois qu'on a fait ça, il faut identifier les actions à mettre en place et donc choisir les bons outils par rapport à notre maturité, par rapport à notre process achat et par rapport aussi aux relations qu'on a avec ces fournisseurs et notre capacité d'action. Une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre des achats se fait à 2 niveaux. C'est au niveau de la sélection
des prestations et des produits et au niveau des fournisseurs, au niveau de l'engagement, mais aussi au niveau de la sélection des fournisseurs. Au niveau de la sélection des prestations, on va retrouver du coup des outils qu'on va retrouver en appel d'offres, qui vont souvent être des calculettes, où on va essayer de calculer l'impact des différentes solutions proposées par les fournisseurs lors d'un appel d'offres. Dans les outils engagement, on va avoir des outils qui vont venir évaluer la maturité des fournisseurs et ensuite les challenger sur leur démarche et de les objectiver pour atteindre certains objectifs. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, la solution proposée par Open Climat répond à ce besoin-là. Je vais rentrer un peu dans le détail de ces outils, vous montrer un petit peu comment nous, on les articule. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Elsa pour qu'elle nous présente en détail la solution développée par Open Climat. Le premier outil, c'est l'outil, le critère de sélection, donc le critère de sélection bas carbone, qu'on vient mettre dans un appel d'offres pour sélectionner les offres fournisseurs les moins carbonés. L'idée, c'est de proposer une calculette qui permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre lors d'un appel d'offres et de pouvoir sélectionner la prestation la moins carbonée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée cette calculette avec les facteurs d'émission correspondant à ce qui va être acheté et on impose un petit peu la méthodologie au fournisseur. Le fournisseur doit répondre à l'ensemble des questions de la calculette. Pour faire ces calculettes, on se base sur la méthodologie de l'ACV. Donc, on va s'intéresser à l'ensemble des étapes de l'achat ou de la prestation, l'extraction de la matière première, le transport, la fabrication, la réalisation de la prestation sur place ou l'impact ou la consommation d'énergie du produit, puis ensuite à sa fin de vie. En fonction des données qualitatives et quantitatives que vont communiquer le fournisseur, on est capable de calculer l'impact de la prestation ou du produit. Et j'insiste sur le fait qu'on impose la méthodologie parce que ça permet de pouvoir évaluer tous les fournisseurs de la même manière. Il y a une tendance parfois chez certaines entreprises, et on l'a vu chez nos clients, de demander l'ACV du produit ou de la prestation au fournisseur et ensuite d'évaluer les résultats de l'ACV. Or, si on n'impose pas une méthodologie, une ACV, il n'y a pas d'obligation de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'une prestation. Et on peut très bien avoir un fournisseur qui va prendre en compte dans son ACV l'extraction de la matière première, sa transformation, son usage, son transport et sa fin de vie, et un concurrent qui va juste prendre en compte l'extraction de la matière première et sa transformation, en ne prenant pas en compte dans son ACV le transport et l'utilisation. Donc, du coup, ce deuxième fournisseur va avoir une ACV, un résultat plus faible que le premier. Or, le premier a une démarche plus mature et qui va plus loin et il se ferait pénaliser parce que son impact carbone serait plus élevé puisqu'il a pris en compte plus d'étapes. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que de juste demander l'ACV à un fournisseur ne permet pas vraiment d'évaluer l'impact carbone des prestations des solutions parce qu'on n'a pas des méthodologies équivalentes. De la même manière, on peut avoir des fournisseurs qui vont utiliser des facteurs d'émission qui leur sont propres, d'autres qui vont utiliser des facteurs d'émission qu'on va retrouver sur les bases de données publiques comme celle de l'ADEME, et du coup des résultats qui seront différents, mais ce n'est pas pour autant qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre. Donc c'est pour ça, nous, on aime bien proposer des calculettes qu'on fait sur mesure par rapport à l'appel d'offres, où on définit les facteurs d'émission et on définit la méthodologie de calcul. L'inconvénient, donc on a l'avantage, c'est qu'on a un résultat chiffré et qu'on a une capacité d'évaluer tous les fournisseurs avec la même méthodologie. L'inconvénient, c'est que ça nécessite quand même un travail d'expert en amont pour créer cette calculette et ça prend un peu de temps. Donc là, vous avez un exemple de calculette qu'on a créé. C'est un simple fichier Excel. C'était un travail assez simple où on a demandé, c'était pour la prestation de décors, donc la fabrication de décors sur un plateau. On demandait juste les matériaux qui allaient être utilisés pour réaliser le décor et en fonction des quantités de matériaux, on calculait un impact carbone et derrière, on était en capacité de comparer les offres des différents fournisseurs. Celui qui a le fournisseur qui a l'impact le plus faible remporte plus de points que les concurrents, mais bon, ce n'est pas pour autant que ce fournisseur sera sélectionné, parce que bien évidemment, le critère d'impact carbone vient s'ajouter à d'autres critères liés à la RSE et vient s'ajouter à d'autres critères qualité et achat. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de demander ça permet aussi derrière de challenger le fournisseur une fois qu'on l'a sélectionné
pour lui demander de proposer quelque chose d'optimisé d'un point de vue carbone et potentiellement de mettre un bonus-malus sur la proposition finale de sa prestation. Le deuxième critère, c'est le critère maturité. Et en fait, on va venir évaluer la maturité du fournisseur sur sa capacité à réaliser une ACV. Donc, encore une fois, on n'évalue pas le résultat de l'ACV, pour les mêmes raisons énoncées précédemment. Mais là, on va évaluer sa maturité pour faire de l'ACV. Est-ce que la méthodologie qui est proposée est pertinente? Est-ce que la méthodologie qui est proposée ne risque pas de faire du greenwashing? En fait, le but est de bien vérifier que le fournisseur, quand il fait une ACV, il prend bien en compte toutes les étapes du cycle de vie de son produit ou de sa prestation et que ces facteurs d'émission sont cohérents et que les résultats sont cohérents avec ce qui est attendu. Ce critère est intéressant lorsqu'on veut ensuite travailler avec son fournisseur sur la réduction de l'impact carbone de ce qu'on va acheter, surtout quand on va être sur une catégorie d'achat très récurrente et sur un contrat très long terme. Sur ce sujet-là, on a travaillé avec un transporteur de personnes, c'est une entreprise qui achète des bus. Et dans la rénovation de leur flotte de bus, ils ont mis un critère d'évaluation sur la capacité des fabricants de bus à faire de l'ACV. Le but étant qu'à chaque nouvelle commande de bus, la dernière version commandée doit avoir moins d'impact que la version précédemment achetée. Le contrat, c'était un contrat sur plusieurs années. Régulièrement, chaque année, des nouveaux bus allaient être commandés. Et donc, le but, c'est que chaque bus qui sort de l'usine doit être moins impactant que l'année d'avant. Et pour ça, il faut s'assurer que le fournisseur soit en capacité de faire de l'ACV. Et donc, il y avait ce critère de maturité dans l'appel d'offres pour évaluer et sélectionner les fournisseurs sur leur capacité à faire de l'ACV. Et derrière, il y avait une clause de bonus-malus en fonction de l'atteinte des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des bus. Je crois qu'il y a encore des personnes qui sont contactées, qui se sont connectées. Je vais les ajouter. C'est bon. Ensuite, on a plutôt les outils d'engagement. Donc là, avant de pouvoir engager un fournisseur et de lui demander de réduire son impact carbone et de mettre en place des engagements et des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, il faut déjà être capable de savoir où ils en sont. Et donc, le but, c'est d'avoir des outils qui vont questionner les fournisseurs sur leur stratégie bas carbone, les évaluer sur leur démarche de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'ils ont fait un bilan carbone? Quel scope est étudié? Est-ce qu'ils ont juste fait le scope 1 ou 2? Ou est-ce qu'ils ont intégré aussi le scope 3? Dans le scope 3, qu'est-ce qui a été intégré? Est-ce que les achats ont bien été intégrés? Et ensuite, quels sont les engagements qu'ils prennent? Quelles sont les actions qui sont mises en place? Est-ce que les actions mises en place sont pertinentes par rapport aux résultats du bilan carbone? Le but étant d'éviter de greenwashing. Est-ce que les actions correspondent bien aux principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et ne sont pas juste sur éteindre les lumières, mettre un panneau photovoltaïque sur le portail de l'entrée et revoir et proposer des flottes, des véhicules électriques pour les cadres, et qu'on est bien sur des actions qui sont liées au process de fabrication et sur les achats quand les achats sortent comme importants. Derrière, on peut aussi évaluer les engagements et les certifications des fournisseurs. Est-ce qu'ils ont une certification SBTi, Net Zero Initiative? Quel est leur score CDP? Enfin, tout un tas de questions, et ça, je laisserai Elsa après expliquer toutes ces parties-là, parce que la solution que propose OpenClima permet de faire ça très bien. Ce qui est intéressant avec ce questionnement, c'est que derrière, on peut objectiver ses fournisseurs et ensuite d'appliquer des bonus-malus en fonction des résultats de l'amélioration de leur bilan carbone et de leurs engagements, et de l'atteinte aussi de leurs engagements par rapport à ce qu'ils ont pris initialement. Donc, c'est intéressant de faire ce questionnement au moment soit du référencement, soit au moment de la signature du contrat, et mettre dans le contrat une clause où on va leur demander de se refaire évaluer régulièrement et ensuite d'avoir des bonus-malus par rapport aux résultats obtenus. L'avantage de ces outils-là, c'est qu'on peut identifier les fournisseurs les plus matures et du coup les privilégier aussi dans les achats, qu'on peut aussi utiliser ça en sélection et sélectionner les fournisseurs les plus engagés, et ça permet d'avoir un engagement des fournisseurs sur du long terme. L'inconvénient, c'est que ça demande une implication des fournisseurs, et donc il faut qu'ils soient
ils aient envie de le faire aussi. Et ça peut poser problème quand on a des fournisseurs qui sont beaucoup plus gros que nous ou chez qui on n'a pas de poids. S'ils ne veulent pas répondre aux questionnaires, ou s'ils ne veulent pas changer leurs pratiques et revoir leurs engagements, si on n'a pas de poids chez eux, bah, compliqué de les faire changer. Pour pouvoir réaliser ce type d'engagement, il est important d'avoir des clauses dans les contrats, ce que nous, on a appelé la clause carbone. La clause carbone va demander à ce que le fournisseur s'améliore. On peut le demander à ce que les fournisseurs réalisent un bilan carbone dans l'année du contrat, ou dans les 3 ans du contrat, que s'il n'a pas intégré le scope 3 dans son bilan carbone, on peut lui demander avec cette clause qu'il le fasse sur les 3 ans du contrat. On peut aussi leur demander de faire des ACV, et surtout, ça peut être intéressant, la clause carbone peut permettre aussi de demander aux fournisseurs de faire un reporting de ses émissions de gaz à effet de serre, et aussi de ce qu'il nous a vendu ou les kilomètres qu'il a parcourus pour réaliser les prestations. En tout cas, leur demander des informations qui vont permettre ensuite d'alimenter notre propre bilan carbone. Voir la clause carbone comme vraiment un outil d'engagement des fournisseurs, mais aussi un outil qui permet de capter de l'information, qui permet ensuite d'identifier les fournisseurs qui sont bons et ceux qui sont moins bons, et capter de la donnée pour alimenter notre propre bilan carbone quand on veut affiner le bilan carbone et qu'on veut s'affranchir des facteurs d'émission monétaires. Pour s'affranchir des facteurs d'émission monétaires, il faut créer ses propres facteurs d'émission, mais il faut aussi avoir de la donnée qui va avec, et ça va être surtout les données des fournisseurs. Donc la clause carbone va permettre de faire ce travail-là. Et là, on a tout de suite la RSE qui devient une condition de contractualisation et qui permet de suivre l'évolution des fournisseurs. Vous avez ici des exemples d'outils qu'on développe pour faire du reporting sur les émissions de gaz à effet de serre des achats. C'est un outil, donc là on est sur un fichier Excel. D'ailleurs, on est en train de travailler une solution digitale sur ces sujets-là pour simplifier la collecte des données. Mais en fait, l'idée là, notre client avait besoin de savoir exactement ce qui avait été acheté sur différentes catégories d'achat pour pouvoir venir alimenter son bilan carbone et donc s'affranchir des montants dépensés. Là, on avait un client qui gérait des hôpitaux et des maisons de retraite et tout l'achat de IT et les achats de matériel, que ce soit les matériels médicaux ou le matériel aussi on peut appeler ça de repos, enfin, en tout cas qui sont dans les chambres, les fauteuils, les lits, les armoires pour les patients, étaient pris en compte dans le bilan carbone, mais uniquement sur des montants dépensés, et avec un facteur d'émission qui était identique, que ce soit une chaise, une armoire, un lit ou un fauteuil, et donc c'était que du montant dépensé. Donc là, on n'avait aucune capacité de savoir qu'est-ce qui avait le plus d'impact dans les achats, est-ce que c'était les chaises, est-ce que c'était les armoires, est-ce que c'était les lits, et derrière de travailler avec les fournisseurs pour essayer de intégrer de l'éco-conception dans la conception des chaises, des lits, et on ne peut pas travailler sur tout le matériel. Donc l'idée, c'était d'identifier qu'est-ce qui était acheté le plus et qu'est-ce qui avait le plus d'impact. Donc on a créé cet outil de reporting où on demandait à chaque fournisseur de référencer dans cet outil le nombre de chaises qui ont été livrées, le nombre de lits qui ont été livrés, le nombre d'armoires et de fauteuils qui ont été livrés. On peut le faire aussi avec les données internes, les acheteurs avaient aussi l'information. Et là, le choix a été de reporter la demande sur les fournisseurs. Parce qu'on leur demandait aussi la livraison, les kilomètres parcourus pour les livraisons, en fonction des différents types de production et différents lieux de stockage de matériel-là. Et derrière, en fonction de ces informations-là, en fonction des kilomètres parcourus et le nombre de chaises, on avait un calcul d'impact carbone. Et on savait du coup que là, dans ce cas-là, il valait mieux travailler avec les fournisseurs d'armoires et les fournisseurs de lits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des achats de mobilier. Encore une fois, c'est un outil de priorisation et d'aide à la décision. C'est vraiment de travailler sur le produit de la catégorie d'achat la plus impactante. Et en fait, ensuite, on a un travail itératif. Une fois qu'on aura travaillé avec le fournisseur sur ce produit-là, qu'on aura rédigé des cahiers des charges qui intègrent l'éco-conception et qu'on aura vu une baisse significative de l'impact, on va s'attaquer aux autres produits et travailler avec les fournisseurs sur les autres produits. Ça peut être aussi une idée de ne pas renouveler tout de suite cette catégorie d'achat et de prolonger la durée de vie parce qu'on voit que c'est très impactant. Donc, on va essayer de prolonger au maximum la durée de vie plutôt qu'en racheter très régulièrement.
L'idée dans une démarche de décarbonation des achats, c'est vraiment d'essayer d'utiliser tous ces outils en fonction des catégories d'achats, en fonction des fournisseurs et en fonction de la manière dont on contractualise avec eux. Il y a des catégories d'achats où on va avoir sur 100% des achats un critère de sélection en appel d'offres avec une calculette. D'autres, ça va être que sur certains achats avec des montants importants. Et puis pour d'autres catégories d'achats, on va demander à 100% des fournisseurs de se faire évaluer sur leurs engagements et ensuite de travailler avec eux sur des objectifs de décarbonation. Puis pour d'autres catégories d'achat, on va prendre juste le top 20% des fournisseurs et c'est qu'avec eux qu'on va travailler. Ça, il faut le définir. Ça va dépendre de capacité d'action, du temps qu'on a à allouer et aussi de l'importance de l'impact de la catégorie d'achat et du nombre de fournisseurs. Donc nous, on préconise toujours d'avoir plusieurs outils et de déployer le bon outil en fonction de la catégorie d'achat et en fonction de la capacité d'action qu'on a et de l'importance de cette catégorie d'achat. Donc là, c'est un exemple qu'on a développé avec un de nos clients. Avec eux, on a défini que pour l'ensemble des contrats cadres, il devrait y avoir dans l'appel d'offres un critère de sélection sur la maturité de la démarche de décarbonation. Donc, est-ce que les fournisseurs ont un bilan carbone? Quels scopes sont intégrés? Est-ce qu'ils sont certifiés SBTi? Donc, ça rapporte des points. Et une fois qu'on a sélectionné le fournisseur, on a un contrat. Dans le contrat, on met une clause carbone où on va leur obliger d'améliorer leurs pratiques et de faire un reporting des émissions de gaz à effet de serre de leurs prestations et de communiquer des données qualitatives et quantitatives qui vont permettre ensuite de faire du reporting dans le bilan carbone et d'être intégré du coup dans le bilan carbone de notre client. Pour les autres catégories d'achat, on avait d'autres options. On avait la possibilité pour les appels d'offres importants d'avoir des critères de sélection de l'impact carbone de la prestation. Donc là, on crée des petites calculettes assez simples. Et puis pour les achats moins importants en gré à gré, on restait sur le facteur d'émission montant dépensé. Et puis, on essayait aussi un peu de challenger le fournisseur, mais plus via un questionnaire RSE global sans forcément avoir beaucoup de questions sur la partie carbone ou travailler avec EcoVadis. J'en ai fini pour ma partie. Ce que je vous propose, je laisse la main à Elsa d'Open Climat et elle prend la parole. Et ensuite, on fera à la fin une partie questions-réponses de nos deux parties. Donc, Elsa, je te laisse la main, j'arrête le partage d'écran. Super, merci. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Alors, l'idée, je me dis que le plus simple pour vous présenter un petit peu la solution Open Climat, c'est de le faire à travers un cas d'usage qu'on a fait avec un acteur de la grande distribution au niveau de sa stratégie d'engagement fournisseur. Pour rappeler un peu le contexte et lui, sa problématique, c'était, comme tu l'as dit Vincent, son scope 3, son empreinte carbone, plus de 80%, ce sont les produits qu'ils vendent en magasin et donc ses fournisseurs. Donc, il y a un vrai besoin d'embarquer les fournisseurs pour atteindre en fait les propres objectifs que s'est fixé cet acteur de la distribution. Et pour ça, il avait un besoin de cartographier en fait son top 200 fournisseurs, déjà de savoir où est-ce qu'en sont chacun de ses fournisseurs en termes de niveau de maturité. Et il y avait un besoin aussi de pouvoir donner cette information à ses acheteurs, d'équiper et de former ses acheteurs, parce que ce sont eux, en fait, in fine, qui engagent le dialogue avec les fournisseurs et moins les équipes RSE. Et le troisième point, c'était aussi d'avoir une solution simple et qui apporte de la valeur côté fournisseurs qui, eux, vont devoir partager toutes ces informations et parfois à de nombreuses parties prenantes parce que tous les acteurs se posent les mêmes questions. Donc, comment est-ce qu'on mutualise aussi ce partage d'infos, comment on facilite ce partage d'infos. Donc ça, c'était la problématique de cet acteur de la distribution. Les différentes étapes, on va zoomer sur chacune d'elles, mais ça va de la collecte
d'informations auprès des fournisseurs et dans la collecte, il y a toute la sélection des critères. Qu'est-ce qu'on fait avec ces différents critères? Comment on construit des niveaux de maturité? Il y a ensuite la partie analyse et fiabilisation aussi des données qui sont collectées. Vincent, tu en as pas mal parlé au début, mais cette rigueur à avoir au niveau des méthodos utilisés, le fait de comparer des trajectoires, des méthodos et des périmètres constants, ça on reviendra aussi dessus, qui est clé. Le troisième point, ça va être, une fois qu'on a tout ça, comment est-ce qu'on visualise tout ça, comment est-ce qu'on suit ça dans le temps, comment on pilote ça de façon dynamique, parce que c'est bien de le faire à un instant T, mais tout l'intérêt, c'est après de le suivre dans le temps pour voir comment mon portefeuille ensuite va évoluer et comment je vais mener mes fournisseurs vers, voilà, une stratégie bas carbone. Et le quatrième point qui est absolument clé, c'est de se dire d'avoir toutes ces infos, c'est bien, mais il faut absolument qu'elles soient mises dans les mains des métiers, encore une fois, parce que ce sont eux qui mettent en place le plan d'action avec chaque fournisseur, qui engagent le dialogue, qui vont créer des partenariats, voilà, qui vont accompagner en fait les fournisseurs avec cette base d'information. Et le deuxième point que vous voyez en bas, la flèche, c'est de se dire c'est aussi important que ça se connecte dans vos systèmes d'info existants et que les outils se parlent entre eux. Donc voilà un peu les différentes étapes. On va zoomer sur chacune d'entre elles. Le premier point sur la collecte, la première étape, c'est déjà de définir quels sont les critères qu'on va regarder. On en a un petit peu parlé là avec Vincent précédemment, mais il y a différents types de critères. Il y a ceux sur la performance, donc vraiment ce qui est réalisé. Donc là, c'est de suivre comment l'entreprise a déjà réduit ou non ses émissions sur les dernières années, quelle est sa trajectoire de réduction sur les différents scopes, scope 1, 2, scope 3, et comment cette trajectoire de réduction aujourd'hui est compatible ou non avec les objectifs fixés par le GIEC ou par SBTI pour se dire tel niveau de réduction, c'est compatible avec une trajectoire 1,5 ou 2 degrés. Donc ça, c'est vraiment du réalisé. Donc suivre ces indicateurs de performance. Le deuxième point, le deuxième type de critère, c'est tout ce qui est lié à l'engagement. Donc, est-ce que l'entreprise a pris des engagements, Science-Based Target? Quel est son indicateur de suivi? Quelle année de référence? Sur quel périmètre? Donc voilà, le suivi des engagements et d'autres potentielles certifications aussi, si ils ont rempli le CDP, si ils ont une Bicorp, une certification Ecovadis, etc. Le troisième type de critère, ça va être tout ce qui est lié à la démarche et au plan d'action. Est-ce que l'entreprise a défini un plan d'action, un plan de réduction sur ses principaux postes d'émission, potentiellement un plan d'adaptation aussi. Voilà un peu les différents critères qu'on va suivre. Et tout l'enjeu, ensuite, ça va être en fonction de ces critères, comment je définis des niveaux de maturité de mes fournisseurs et ensuite des plans d'action qui vont être associés à chaque niveau de maturité. Donc l'idée, là, c'est assez schématique et assez illustratif, mais c'est de se dire, par exemple, là, j'ai 3 niveaux de maturité. Mon niveau de maturité faible, là, c'est j'ai pas d'engagement, j'ai aucun suivi de performance et j'ai pas mis en place de plan d'action. Donc vraiment, je suis à un niveau assez, assez faible de maturité sur ces enjeux-là. Donc là, mon plan d'action, ça va être comment ces fournisseurs-là, déjà, je les sensibilise et comment je fais en sorte qu'eux prennent un engagement. Mon niveau de maturité intermédiaire, typiquement là, c'est j'ai pris un engagement, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le suivi de la performance. Mon plan d'action n'est pas encore formalisé. Là, l'idée, c'est d'accompagner et de les tirer vers le haut pour qu'ils viennent avoir un suivi de leur performance, qu'ils viennent décrire leur plan d'action, donner un peu de transparence là-dessus. Et les niveaux de maturité, les fournisseurs qui vont être sur un niveau de maturité plutôt avancé, là, ça va être comment je m'appuie sur eux, comment je crée des partenariats pour en fait faire en sorte qu'il y ait une émulation et tirer vers le haut, en faire des cas d'exemple aussi pour donner envie aux fournisseurs un peu plus en retard d'aller plus loin dans leur démarche. Donc typiquement, eux, voilà, c'est ceux qui ont des engagements, qui ont un suivi de la performance établis et qui ont partagé leur plan d'action sur les principaux postes.
L'idée, là, c'est très schématique, mais c'est comment, en fait, je peux permettre de mapper mes fournisseurs et surtout d'avoir un plan d'action très clair sur chaque niveau en disant tel le fournisseur A appartient à telle catégorie. Donc voilà le plan d'action. En tant qu'acheteur, il faut que tu lui exiges telle information ou il faut que tu l'accompagnes ou il faut que tu fasses un partenariat, etc. Donc d'avoir un peu cette, cette définition des niveaux de maturité et les plans d'action associés. Une fois qu'on a collecté voilà, toutes ces informations, qu'on a défini ça, il y a une partie analyse et fiabilisation, notamment sur les méthodos, sur les trajectoires et les trajectoires, la performance réalisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, l'idée, c'est de se dire comment on se base sur les standards existants. L'idée n'est pas d'en recréer ou de faire nous-mêmes notre propre notation, mais plutôt de se dire, bah voilà, sur les standards existants, est-ce que le bilan carbone, il est bien conforme avec le GHG protocole? Est-ce que le scope 3, ça prend bien en compte au moins 67 des émissions? Est-ce que le suivi des objectifs, la performance, elle est bien faite à périmètre constant, hypothèse constante? C'est important de vraiment regarder ça sur la trajectoire et de faire très attention à ne pas comparer des valeurs absolues, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ces valeurs-là. Et voilà, d'avoir des cross-checks en fait avec des sources officielles quand il y en a qui peuvent être auditées par des tiers. Une fois qu'on a fait tout ça, on a une vision de ses fournisseurs. C'est-à-dire comment, sur mon portefeuille de mon top 100, mon top 200 fournisseurs, comment ils se répartissent. Et tout l'enjeu, ça va être de pouvoir suivre ça dans le temps pour que, pour que la part des fournisseurs matures grossisse et que pouvoir engager le dialogue pour faire en sorte que on les amène aussi vers ce niveau de maturité-là. Donc, il y a toute une partie visualisation sur mesure pour permettre de voir les fournisseurs selon les vues qui vous intéressent en termes de niveau de maturité. Ça peut être des répartitions par catégorie de produits. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que ces visualisations, elles permettent d'être mises dans les mains du métier, enfin, les chargés de catégorie qui vont avoir accès à ça et pouvoir suivre ça dans le temps de façon assez simple. En fait, c'est une plateforme qui est assez dynamique, c'est-à-dire que que de l'autre côté de la barrière, quand le fournisseur met à jour ses données, c'est mis automatiquement à jour sur cette plateforme que vous voyez là, le tableau à droite, plutôt que de se dire je vais renvoyer une campagne de formulaire Excel de zéro chaque année que je vais devoir traiter manuellement. Là, il y a un peu toutes les vues qui correspondent à votre réalité métier et qui sont personnalisées. Une fois qu'on a fait ça, le dernier point qui est absolument clé, je me répète, mais c'est vraiment le facteur clé de succès, c'est de se dire, avoir de l'info, c'est bien, mais il faut vraiment qu'elle soit actionnable et qu'elle soit utilisée par les équipes métiers. Donc, il y a tout un enjeu de formation et de faire en sorte de maximiser l'utilisation par les équipes métiers. Donc là, l'exemple que je donnais, c'est de se dire, faire en sorte que la personne, mon acheteur qui gère telle catégorie, bon là, ce sont par exemple les fromages, ait accès à son portefeuille et qu'il puisse piloter son portefeuille sur ces sujets-là, comme il le fait sur, je sais pas, sur ses marges, et cetera. Donc qu'il puisse avoir cette vision d'ensemble de façon très lisible et pédagogique et qu'ils aient accès aussi chacun à leur fiche fournisseur avec les informations clés. Là, l'idée, c'est que c'est totalement personnalisable, mais par exemple, je vais avoir tel fournisseur, il se retrouve dans tel groupe de maturité, et tel groupe de maturité, ça veut dire que tu vas lui exiger telle information, ou bien il faut que tu ailles plus loin sur créer un partenariat, ou je ne sais pas. Donc, d'avoir vraiment quelque chose qui soit actionnable et lisible, c'est vraiment la clé pour engager le dialogue et surtout pour élever un peu le niveau de discussion sur ces sujets-là, parce qu'en fait, entre le fournisseur et l'acheteur, là, je pars d'une base qui a été fiabilisée par un tiers de confiance sur toutes les données d'ensemble de l'entreprise, plutôt que rentrer dans le détail, de se dire, là, potentiellement, je sais pas, mon fournisseur va me dire, ah tiens, j'ai mis en place le transport par vélo cargo dans le transport de mes produits. Mais en fait, je n'ai pas de vision d'ensemble quand moi je suis l'acheteur en face de comment toi, en tant qu'entreprise, en tant que fournisseur, où est ta trajectoire, est-ce que tu as pris des engagements, etc. Donc là, c'est vraiment clé
de maximiser cette prise en main des équipes métiers. Ça passe aussi par le fait d'incentiver les équipes sur d'autres sujets, enfin sur ces problématiques-là. Voilà, enfin, moi j'en ai fini de mon côté. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais arrêter de partager pour voir. Oui, il y a Émeric Arnoux qui a posé une question dans le chat en lien avec ce que tu viens de dire, si tu peux lui répondre. Ouais, je vais juste ouvrir le chat. Ah oui, le 67%, en fait, c'est les critères de Science-Based Target. Ils acceptent que dans le scope 3, en fait, à minima, il faut que le scope 3 soit calculé de façon représentative. Et c'est 2 tiers. On doit prendre en compte 2 tiers au moins des postes d'émission. Merci Elsa. Juste en résumé de tout ce qu'on s'est dit là, avant de passer aux questions-réponses, ce qui est important dans toutes ces démarches-là, c'est d'embarquer les fournisseurs avec des objectifs qui leur sont propres. Il y a une nécessité de former les acheteurs, que ce soit aux outils et que ce soit ensuite à la stratégie bas carbone. Et pour qu'une démarche achat bas carbone fonctionne, il est important de se doter de KPI de suivi et aussi de challenger les acheteurs et donc d'indexer leur part de variable sur leur rémunération par rapport à des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre des achats et au déploiement des outils. Sans ça, on a une démarche qui ne sera pas aboutie à 100% et ça peut être dommage. Et puis je le redis, il est important d'adapter les outils au processus achat et de bien avoir en tête que comparer des bilans carbone ou de bilans carbone de fournisseurs entre eux, ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire. Et de la même manière, comparer des résultats d'ACV sur les émissions de gaz à effet de serre de prestations de produits entre fournisseurs, ce n'est pas forcément la chose à faire en priorité.